bonsoir à tous. Les titres de ce journal. Le ministre des Transports était ce lundi face aux médias. Bilan et perspective des transports de 2011 à 2019. C'est autour de cette thématique que Aboubacar Silla a ancré sa prestation. Et puis, la Guinée se dote d'une usine de transformation de l'anacarde. Elle est l'œuvre d'un jeune opérateur économique guinéen qui envisage de sortir cette filière de l'ombre. C'est parti pour la campagne de saut de nos parachutistes. 450 stagiaires sont mobilisés à Mafereya où se déroulent les opérations avec une assistance technique des forces armées royales du Maroc. C'est là pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant. Bilan et perspective des transports de 2011 à 2019. C'est autour de cette thématique que Aboubacar Silla, le ministre des Transports, a animé sa conférence de presse ce lundi même à Conakry. Principale réforme de ce secteur névralgique, la mise en place de la société de transport maritime à travers des bateaux-bus pour desservir la façade maritime. Reportage Fodé Camara. Dès son exposé préliminaire, Aboubacar Silla, le ministre des Transports, a jeté un regard rétrospectif sur les acquis de la gouvernance du secteur des transports par les autorités de la Troisième République. Des réformes qui ont permis d'améliorer la compétitivité de la plateforme portuaire avec en ligne de mire capter totalement le trafic malien qui est aujourd'hui à 3% seulement. Pour mieux tirer profit de la façade maritime, l'autre perspective prometteuse est la mise en place de la société de transport maritime. En plus des activités du bateau des îles de l'Os, cette approche innovante mettra à la disposition des populations de Conakry des bateaux-bus afin de réduire les désagréments liés aux embouteillages sur les différentes artères. Nous avons déjà signé un contrat pour le transport maritime. Ce contrat va nous permettre d'avoir des bateaux-bus et 7 gares maritimes vont être aménagées. C'est un contrat signé également en BOT, donc pour lequel l'État se contente tout simplement de s'assurer que les normes et les standards sont respectés, de s'assurer que les tarifs pratiqués sont supportables par la population. C'est un projet normalement qui doit voir le jour et les premiers bateaux doivent commencer à circuler à partir du mois de décembre de cette année. Entre-temps, 7 gares maritimes seront construites, aussi bien sur la corniche nord que sur la corniche sud, et en même temps, donc 16 navires de transport de personnes seront importés. Et nous avons signé ce contrat BOT avec une entreprise ivoirienne qui exploite la société de transport lagunaire d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent Abidjan, ils connaissent ce que c'est que les bateaux-bus. Et cette société ivoirienne s'est associée à un grand groupe hollandais, Damen, qui est le plus grand constructeur européen de bateaux, de navires. Et en même temps aussi à SIC Marine, qui est un grand constructeur de gares maritimes. Dans son grand oral, Aboubacar Silla a aussi levé le voile sur la réimmatriculation du parc automobile, la sécurisation des cartes grises et permis de conduire, mais aussi la réhabilitation du chemin de fer Conakry-Cancan. La première phase de ce méga projet est de 42 km de Conakry à Gomboya pour désengorger le port sec de Kabelé et diminuer les fils interminables des camions à conteneurs et autres gros porteurs. Donc les 42 premiers kilomètres, leur construction va en principe démarrer cette année. Il y a également un train qu'on va mettre sur la voie de Dubreka. Dubreka, on l'a appelé Dubreka Express, la voie de Frigia qui quitte Conakry pour aller vers Dubreka jusqu'à Fria. Nous avons déjà les moyens de transport. Et c'est une question également aussi, ce n'est pas des projets à long terme ou des idées de projets, encore moins de promesses, c'est tout simplement des projets concrets pour lesquels des financements sont obtenus et donc il s'agit tout simplement de les mettre en œuvre pour que ce projet voit le jour et que toutes les localités qui sont riveraines de cette ligne de chemin de fer également puissent être desservies par un train et tout ceci va contribuer à désengorger notre capitale Conakry. Dans le sous-secteur aérien, les indicateurs se remettent au vert. De 6 en 2010, 13 compagnies desservent aujourd'hui l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le trafic aérien passe de 248 000 passagers en 2010 à plus de 500 000 en 2018. Quant au trafic fret, il a quasiment doublé.
L'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée a un nouveau laboratoire mobile de diagnostic en microbiologie. C'est un don du service fédéral russe de contrôle de la sécurité du droit des consommateurs. Reportage Francis Collier. Connu sous le nom de Pastoria avant 2014, l'IRBAG, Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée, continue de renforcer ses capacités pour répondre aux attentes du gouvernement. Après l'implantation du centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux par la coopération russe pendant la période d'Ebola, aujourd'hui l'IRBAG bénéficie d'un laboratoire mobile de recherche. L'agréable événement qui nous réunit aujourd'hui est la remise officielle d'un deuxième laboratoire mobile et ses équipements offerts par le service fédéral de contrôle de la qualité, de la sécurité des droits des consommateurs et de la prospérité de l'homme. Continuerons de soutenir les initiatives des dirigeants russes visant à améliorer la qualité de vie des citoyens guinéens, surtout dans un domaine aussi important comme la santé. Ce laboratoire mobile est un don du service russe de contrôle de qualité pour le respect des droits des consommateurs à travers Russal. Un geste qui réjouit les autorités de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce don vient répondre à un impérieux besoin du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, celui de faire de l'IRBAG référence pour la solution de la problématique des recherches et de diagnostic rapide de toutes les maladies virales. L'expérience a été démontrée en 2014 lorsqu'il y a eu l'épidémie, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je suis convaincu que ce laboratoire mobile de surcroît va nous permettre de poser rapidement des diagnostics. Ce laboratoire mobile de diagnostic express mis à la disposition de l'Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée favorisera la qualité de la recherche et de la formation pour enfin préserver la santé des populations guinéennes. Le diabète de l'enfant, qu'est-ce que c'est? Cette question, chacun se la pose lors de l'annonce du diagnostic d'un diabète, d'où le concept « Je suis un jeune leader dans la lutte contre le diabète ». 26 jeunes diabétiques sont formés pour devenir des modèles dans le combat contre la stigmatisation. Ils sont venus de 11 pays de l'Afrique francophone pour se retrouver à Koya afin de coordonner leur stratégie. Une première dans la région africaine. Adiatou Bari. Ils sont jeunes et ont en commun une maladie incurable, le diabète. Âgés de moins de 25 ans, ils vivent tous avec la maladie depuis leur enfance. Venus de 12 pays de l'Afrique francophone, chacun dans son pays a vécu la discrimination et même l'exclusion à cause de son statut diabétique. Quand je me présente en disant que je suis diabétique, je vois déjà l'égard des autres, la vision des autres à ma personne. C'est comme si on disait que j'avais une maladie tellement horrible. Les gens c'est en un mot la stigmatisation, le rejet. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous freine beaucoup. La vérification du taux de glycémie dans leur corps est un exercice quotidien auquel ils sont soumis. À l'affiche du résultat du glucomètre, leur vie ne dépend que d'une injection d'insuline pour normaliser le taux de glycémie. Mais dans leurs pays respectifs, ces jeunes porteurs du diabète ont la même difficulté, l'accès à l'insuline. Par exemple, au Burundi, ça coûte cher. Entre 22 000 et 25 000 burundais, c'est trop cher. Et toutes les personnes n'ont pas ce glycomètre pour mesurer leur glycémie. Alors ça s'achète combien? 60 000 ou 70 000 francs. C'est trop cher vraiment. Aujourd'hui, ils travaillent tous sur un projet, être leader pour changer le regard de nombreuses personnes sur les malades diabétiques comme les enfants. La campagne touche Kendoumaya, un petit village de Koya. Ici, le programme commence pour ces porteurs de diabète par l'apprentissage à l'adaptation des quantités d'insuline, de l'alimentation saine et surtout la pratique d'exercice physique. L'autre volet de l'initiative Jeunes Leaders dans la lutte contre le diabète en Afrique est le montage de projets. Sur le développement de projets, puisque pour les plus motivés parmi eux, nous trouverons les moyens de leur permettre de faire un premier projet et
puis ensuite peut-être un autre plus important, l'idée étant que au-delà de leur implication au sein de leur communauté, ils puissent s'engager chacun individuellement au sein de leur pays, voire au niveau international, pour changer le regard du diabète en Afrique. Le projet Jeunes Leaders dans la lutte contre le diabète est une initiative de la Fédération internationale du diabète pour la région africaine. Ces 26 jeunes déjà formés sont désormais des défenseurs de la cause des enfants diabétiques dans leur pays. Pour la Guinée qui occupe la présidence de l'organisation, 7 jeunes leaders sont choisis. Leur mission est d'aider les 760 enfants malades à surmonter leurs peurs, mais aussi favoriser l'accessibilité aux soins. Santé toujours, le cœur est un organe fragile et doit donc être ménagé. Une ONG qui œuvre dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires en Guinée vient d'organiser une marche pour la santé. Les participants ont marché du stade du 28 septembre au Palais du Peuple, une activité couplée à celle de dépistage gratuit pour les enseignants. Aboubacar Junior Camara. J'aime mon cœur et je le protège. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale du cœur. Une marche pour le cœur, des débats et des dépistages gratuits sont entre autres activités réalisées par l'Union des jeunes infirmiers médecins de la cardiologie. Considéré comme la première cause de mortalité en Guinée, l'accident vasculaire cérébral est une pathologie grave causée par un déficit neurologique. Pour stopper cette maladie, des professionnels de la santé recommandent des activités physiques. Les maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui, à travers le monde entier, donc y compris en Guinée, la première cause de décès. Devant les cancers, devant le VIH-Sida, devant le paludisme. Donc vous comprendrez l'importance qu'est en train de prendre aujourd'hui ces maladies cardiovasculaires. Première cause de décès à travers le monde. C'est une occasion pour tout le monde de faire le dépistage sans aller à l'hôpital, sans aller payer quelque chose à l'hôpital. Vous voyez, donc c'est une très bonne chose pour nous. Chacun est libre de venir faire le dépistage aujourd'hui. Le personnel de l'administration et autres personnalités des structures évoluant dans le secteur de la santé suivent ce marathon pour donner une meilleure santé au cœur. L'alimentation fait partie des causes principales des AVC. On veut signifier à la population qu'il faut combattre impérativement la sédentarité. Donc, et en dehors de cette activité de marche, nous allons faire d'autres activités qui sont en vie, comme les activités de dépistage, qui seraient prises en charge par des médecins spécialistes en cardiologie et en neurologie, même en rééducation fonctionnelle, pour voir, c'est-à-dire le profil de beaucoup de malades, comme par exemple les malades qui viennent avec des problèmes de crise cardiaque, ainsi de suite. En partenariat avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Communication, les jeunes infirmiers et médecins de la cardiologie organisent des dépistages gratuits pour les enseignants, les journalistes et le personnel de la police. Un espace d'échange entre les professionnels de la santé et les populations sur les méthodes de prévention de cette pathologie, qui constitue de nos jours 31% des décès mondiaux. Deuxième titre de ce journal, la Guinée se dote d'une usine de transformation de l'anacarde. Cette unité industrielle est l'œuvre de Mohamed Djaouné, un jeune opérateur économique guinéen. L'usine est située dans le secteur de Baladou, à 9 km de la commune urbaine de Kankan. Son inauguration a mobilisé du beau monde. Reportage Lancé Koulibaly, Mamadouba Bangoura. Avec une capacité de production de 10 000 tonnes par an, Djaouné Agro-Industrie s'est doté de nouvelles technologies à travers l'expertise des partenaires, des équipements modernes et de dernière génération. Au niveau de la chaîne de production, toutes les machines sont manipulées par des Guinéens formés par des techniciens vietnamiens. Une manière de préparer ces derniers à prendre la relève. L'usine emploie près de 500 travailleurs, dont 80% de femmes. On comprend dès lors l'enthousiasme des populations de Kankan-Nabaya, première région productrice de l'anacarde en Guinée. L'ambition du promoteur est d'augmenter la capacité des infrastructures en construisant d'autres usines dans le pays pour imposer à travers la qualité des produits le label Guinée. Le choix de mettre la priorité de la société sur la production et la commercialisation de l'anacarde a été motivé par notre ambition
de faire de cette culture un modèle de croissance et un des leviers pour le développement économique et social de notre pays. Après plus de 10 ans d'expérience confirmée dans ce domaine, nous avons compris qu'il fallait se tourner vers l'industrialisation pour apporter une valeur ajoutée à ce produit. Cette unité agro-industrielle est une réponse aux préoccupations du gouvernement quant à la transformation de cette denrée dont la culture est en pleine expansion. Je voudrais donc remercier le groupe Diaoné Agro-Industrie de procurer ce bonheur au milieu de l'industrie que je suis, d'inaugurer la première unité de transformation de l'anacarde dans d'autres pays et qui, je le sais, est une première étape dans les activités que le groupe compte mener dans l'avenir. Je suis également heureux que ce soit ici à Kankan que cette première unité industrielle de transformation de la noix de cajou soit implantée. Parce que chacun de vous sait combien de fois Kankan est cher à Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voudrais aussi féliciter le groupe Diaoné Agro-Industrie qui traduit une volonté politique. Vous le savez, le professeur Alpha Condé a dit « C'est bien de produire, mais il faut transformer ». Et dans la filière de l'anacarde en particulier, il s'est personnellement investi à distribuer les semences, à encourager les paysans, à encourager les producteurs. C'est cette politique qui a permis aujourd'hui d'implanter une unité industrielle, parce que s'il n'y avait pas eu de production suffisante, il n'y aurait pas eu de pertinence pour l'implantation d'une unité comme celle-là. Impressionnés par la qualité de l'investissement, les partenaires ont dit leur détermination à accompagner le promoteur. Dès la gestation de ce projet, Afriland First Bank y a cru et s'est mis à contribution pour que nous soyons ici ce jour à ce stade terminal. Avec l'installation d'une usine de cette envergure, la Guinée peut se réjouir d'amorcer sa révolution industrielle dans la filière anacarde. La réalisation de cette usine va sans nul doute contribuer à lutter contre la pauvreté et la précarité par la création d'emplois dans le village de Baladou, site d'implantation. Du côté de Mamou, des producteurs de maïs et du riz des préfectures de Kindia, Koundara et Labé, victimes des récentes catastrophes naturelles, renforcent leur résilience. Les principales questions abordées sont les techniques de gestion post-récolte et le développement organisationnel. Mamadou Paté-Baldi. En Guinée, la relance de la production du maïs et du riz est au centre des préoccupations du gouvernement. Depuis l'apparition des chenilles lésionnaires d'automne en 2017 et le retrait précoce des grandes pluies, la production a considérablement baissé ces dernières années. À Mamou, des producteurs venus de Kindia, Labé et Koundara renforcent leur résilience sur les techniques de gestion post-récolte et le développement organisationnel. Le maïs et le riz sont des cultures stratégiques en Guinée dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Donc tout fléau qui vient attaquer ces cultures, il est de notre devoir en tant qu'agence technique des Nations Unies de lutte dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire de venir en appui au gouvernement et aux populations guinéennes. Donc nous travaillons pour le renforcement de la résilience de ces populations pour qu'elles aient vraiment la capacité de revenir à une situation normale ou meilleure à celle dans laquelle ils se retrouvaient avant l'impact d'un nuisible qui est la chenille légionnaire ou d'une autre catastrophe nutritionnelle comme des sécheresses ou des inondations. La particularité du PAM dans ce projet, c'est de chercher d'abord à mettre tous les acteurs ensemble parce que en fait le PAM vise à lutter contre la faim dans le monde et pour le faire, alors nous demandons à tous les acteurs de se mettre d'abord ensemble, de conjuguer le même verbe et que chacun respecte son engagement.
Initié conjointement par la FAO et le Programme alimentaire mondial sur le financement du gouvernement japonais, ce projet intitulé « Renforcement des moyens d'existence aux populations affectées par les catastrophes naturelles en Guinée » vise à aider le gouvernement à encourager les producteurs à mieux s'investir dans la production pour lutter contre la pauvreté. Ça a porté parce que le premier appui, c'était l'apport des intrants et autres, ce qui a permis aux producteurs qui avaient perdu de reconstituer leur capital productif. Ils ont reçu une formation par rapport à la culture du maïs et des autres cultures qui avaient été attaquées. Donc c'était un appui considérable parce que ça leur permettait de relancer leur activité. Au cours de cette formation, une plateforme d'innovation agricole a été mise en place pour aider les 450 ménages victimes des calamités naturelles d'accroître la production et la commercialisation dans leurs différentes zones de production afin de promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Et puis, comment lutter contre la lourdeur administrative dans les secteurs publics et privés? Le sujet était récemment en débat lors d'une rencontre des acteurs de ces deux domaines. Les échanges ont abouti à une série de recommandations consignées dans un document. Mamadou Saliouba. Premier du genre, le Forum national sur la gouvernance réunit plusieurs centaines de participants. L'événement se veut un rendez-vous d'échange sur la simplification des procédures administratives. Tour à tour, des membres du gouvernement et autres responsables publics et privés expliquent les réformes engagées dans leurs secteurs respectifs pour mieux satisfaire les populations. Dans le domaine économique, l'Agence de promotion des investissements privés est citée comme modèle pour la simplification des procédures de création d'entreprises. Dans le secteur sanitaire, l'hôpital régional de Kankan est apprécié pour la qualité de ses prestations. Nous avons mis en place, au regard du ratio fort de décès maternels par naissance vivante, on est au jour d'aujourd'hui de 900 à peu près décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, on est passé à 550. Donc il y a eu de l'effort. Mais pour la région de Kankan, notre ratio est encore au-dessus de cette moyenne nationale. Toutes les femmes en difficulté d'accouchement dans les sous-préfectures de Kankan, nous nous donnons les moyens d'aller les chercher, les amener à l'hôpital régional. Celles qui doivent être assistées par d'autres moyens le sont, mais celles qui doivent bénéficier d'une césarienne sont césarisées. L'objectif principal de l'organisation de ce forum est de regrouper les acteurs de la société civile, les cadres de l'administration publique et les employés du secteur privé, et afin de discuter de la problématique de la gouvernance en République de Guinée, afin de trouver des solutions pratiques aux problèmes de procédure. Cette rencontre de haut niveau sur la gouvernance se tient au moment où la Guinée est engagée dans un vaste chantier de réforme et de modernisation de l'administration. C'est pourquoi le département des mines et celui de l'enseignement supérieur sont distingués pour les réformes amorcées. Dans le cadre minier, ça nous a permis de comprendre que le gouvernement a fait assez de réformes pour permettre aux Guinéens et pour permettre au pays d'avoir la position que nous avons aujourd'hui. Et ces différentes réformes ont permis réellement de comprendre que le pays aujourd'hui est en train d'évoluer. Par l'Organisation pour le changement positif, cette rencontre de partage a abouti à une série de recommandations consignées dans un document de plaidoyer. Il sera remis aux différents départements ministériels et autres structures de prestation de services pour une amélioration des procédures administratives. On en vient à présent à l'altercation samedi entre les forces de l'ordre et les militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le véhicule du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été endommagé au moment où les forces de l'ordre sécurisaient la zone où devaient passer les anciens présidents François Hollande et Abdoulaye Wade. Depuis, les commentaires vont dans tous les sens. Là-dessus, le contrôleur général Ansoumane Kamara Bafoye donne des précisions. Il est au micro de notre reporter Alpha Siagaba.
Samedi dernier, une altercation survient entre forces de l'ordre et militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée sur la route Le Prince. Le véhicule du chef de file de l'opposition a été du coup endommagé. Depuis, la police est accusée d'être responsable du dégât causé. Ce matin, les autorités en charge de la sécurité donnent des précisions sur ce qui s'est passé. Les Mamba là, avec les véhicules que je vois là, ça allait l'écraser. À ce que je cherche, il n'y a pas eu de contact. Peut-être ailleurs, mais devant moi là-bas, ce qui s'est passé au niveau de Baye de Flandre, il n'y a pas eu de contact. Véhicule contre véhicule, non. Le début jusqu'à la fin, je ne peux pas vous dire, mais ce qui s'est passé là où moi j'étais, ils ont commencé à jeter des pierres. On a dit de dégager la route était bloquée. La route était bloquée, complètement bloquée. On a dit de dégager, ils n'ont pas voulu, ils ont commencé à jeter des pierres et insulter. Et on a eu aussi les moyens légaux qu'on avait à nos possessions. On a lancé les gages et puis c'est dans ça maintenant qu'il y a eu, qui sont cognés entre eux là, probablement. Mais il n'y a pas eu de véhicule de police en contact avec le véhicule. Ça, je suis formel. Les services de sécurité rassurent les citoyens que contrairement aux allégations que fusent sur les réseaux sociaux, qu'ils assument leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans tout le pays. Moi, je suis un agent de maintien d'ordre. Quand l'ordre est troublé, je dois pouvoir agir. Il y a une loi qui réglemente le maintien d'ordre en Guinée. Ce n'est pas le procureur qui a signé ça. Ça, c'est eux, les députés à l'Assemblée nationale, qui ont voté et qui ont réglementé le maintien d'ordre en Guinée. Et c'est l'autorité civile qui nous fait la demande de concours, qui fait qu'on agit sur le terrain. Donc si j'ai agi hier, c'est lui, le député, celui d'Alain Dalo, qui m'a autorisé de disperser la foule. Aujourd'hui, plus que jamais, les autorités du ministère en charge de la sécurité se disent déterminées à maintenir l'ordre public. C'est là, dans le respect strict de la loi de la République. Dans ce journal également, convention internationale sur le commerce de la faune et de la flore en voie d'extinction. La Guinée pourrait bientôt voir sa suspension levée. Des cadres de l'institution sont à Conakry pour évaluer les efforts fournis par notre pays dans le cadre de la protection des espèces menacées de disparition telles que les primates. Mamadou Alpha Baldé. Les pays signataires de la Convention de la CITES qui travaillent contre le commerce international de la faune et de la flore en voie d'extinction sont obligés de livrer une bataille sans merci contre le trafic d'espèces fauniques, notamment celles entièrement protégées comme les éléphants et les chimpanzés. En 2013, le secrétariat international de la CITES a jugé les efforts de la Guinée peu satisfaisants. Ainsi, le pays a été suspendu de la convention. 7 ans après, de nombreux efforts ont été fournis dans la lutte contre le braconnage et autres formes de criminalité faunique. Des efforts ont été fournis par le pays et que beaucoup reste à faire. Il y a des activités qui doivent être menées sur le terrain en termes de formation, de sensibilisation, d'élaboration et de l'application stricte de la loi en la matière. Et surtout pour dissuader les délinquants qui ne se fatiguent pas, qui changent toujours de stratégie pour mener une lutte à outrance contre les délinquants criminels. En ces jours de travail dans le pays, ces émissaires de la CITES constatent les changements opérés dans ce domaine. De nombreux procès et condamnations de trafiquants sont enregistrés et des filières souvent bien organisées sont démantelées. Des avancées qui pourraient amener l'institution à reconsidérer sa position. Il y a un changement de mentalité politique, engagement. Les acteurs sont beaucoup plus actifs. Les différents partenaires se sont retrouvés pour améliorer le contrôle de ce qui se passe sur le terrain au niveau de la faune et flore sauvage. On est en train de réfléchir sur des meilleures législations, des meilleures réglementations. Il y a une communication interne. Les contrôles sont nettement mieux. Il y a eu des saisies. C'est assez remarquable, je trouve. Dans la même dynamique, 2 cadres impliqués dans la protection des espèces en voie d'extinction sont récompensés pour leur engagement sur le terrain par la représentation diplomatique de la Grande-Bretagne en Guinée. Même de décerner des satisfecits par 2 de mes cadres,
de conservation de la nature prouvent que le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour protéger ces espèces rares. On parle beaucoup des mines, du secteur minier, des minéraux, de la fertilité de vos terres, du potentiel de l'agriculture. Mais vous avez aussi une biodiversité magnifique et une population de faune sauvage et de flore endogène à la Guinée qui sont peut-être, je ne sais pas, peut-être pas aussi bien connues en Guinée, et à vous les Guinéens de les protéger pour les générations futures. Pour arrêter le phénomène dans la durée, le gouvernement guinéen, à travers le département de l'environnement, entend poursuivre de façon permanente ses efforts sur le terrain en vue de sauver l'ensemble des espèces qui pourraient bientôt disparaître si rien n'est fait. Autre mission dans notre pays, celle du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Une deuxième mission de prospection sur l'île de Fotoba pour échanger avec les populations insulaires sur l'appui à faire quant au développement des activités agricoles et halieutiques. Ansoumantoumani Kamara, Yaya Tunkara. Sur l'île de Fotoba, c'est la deuxième mission de prospection du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP. En compagnie d'un expert japonais en aquaculture, des acteurs du projet Fotoba et du directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, cette mission est venue échanger avec les populations de cette île et le promoteur de l'écloserie de Tamara en arrêt. Le projet WAP de la Banque mondiale envisage d'appuyer les activités agricoles et piscicoles de Fotoba. Venir ici sur l'île, regarder un peu comment les cultures se développent, notamment les fruitiers, l'anacarde et autres. Nous voyons qu'il y a de la possibilité de développer de l'agriculture sur l'île. Nous avions aussi nos réflexions assez intéressantes sur le fumage de poissons à travers des équipements modernes qu'on est en train d'introduire et voir comment ces équipements peuvent également se retrouver sur l'île afin d'accompagner la dynamique en matière de l'aquaculture. Tout ce qu'ils ont proposé aujourd'hui pour nous, nous sommes entièrement d'accord parce que nous sommes des populations, notre activité principale ici c'est la pêche et l'agriculture. Si eux aussi viennent nous parler de l'agriculture pour le développement de l'agriculture, nous sommes derrière eux. L'écloserie de Tamara en arrêt depuis plus de 2 décennies a aussi été visitée par la mission. En attendant la relance de la production de crevettes, d'autres activités sont proposées pour rentabiliser l'infrastructure. On va voir avec, par exemple, Mme Pratima qui souhaiterait faire des séchages des produits agricoles. Et nous allons voir avec le projet WAP qui souhaite accompagner les femmes dans le fumage. Et on va voir aussi avec nous, acteurs de l'aquaculture, ce qu'on peut faire dans le cadre de l'élevage des poissons. Possible à faire au niveau de ces bassins en utilisant soit l'eau de forage ou l'eau de bassin pour tester cet élevage de poissons qu'on appelle pisciculture marine. On est en train d'échanger, discuter, voir quelles sont les possibilités avec le technicien japonais. L'île de Fotoba, avec ses 3 secteurs, recèle d'énormes potentialités de développement agricole. Pour valoriser ces ressources, le projet WAP se propose ainsi d'accompagner la communauté insulaire dans sa dynamique de développement rural. Un développement qui sera désormais piloté par des coopératives de femmes et de groupements d'intérêt économique pour la transformation des produits agricoles et halieutiques de Fotoba. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a lancé ce lundi la campagne de saut à la base aérienne principale de Conakry. 450 stagiaires sont mobilisés et l'opération doit se dérouler à Mafereya avec une assistance technique du 3e bataillon des parachutistes des forces armées royales du Royaume du Maroc. Sergent-chef Alassane Diaby. La matinée de ce lundi connaît une ambiance bon enfant. Ici, à la base aérienne principale de Conakry, où un groupe de 120 soldats
en rang très décontracté, ont hâte de vivre leur première expérience de saut. Dans leur équipement adéquat, ils n'attendent que des instructions avant de s'embarquer à bord de ce cargo. Après 35 km à vol d'oiseau, ils sont largués au sud-est de Conakry, à Mafereya, à 400 mètres d'altitude. Il y avait de l'ambiance à l'appui, mais la troupe avait la motivation, ça chantait jusqu'au lieu du saut. Et la sortie aussi, impeccable, donc rien de mal. Tout le monde a bien atterri dans les bonnes conditions. Cette campagne de saut mobilise 450 stagiaires. Elle rime avec la vision de la réforme du secteur de sécurité, celle d'offrir aux forces armées guinéennes une formation adéquate leur permettant d'être opérationnelles en tout lieu et en toutes circonstances. C'est une coopération exemplaire qui est toujours prévalue entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée dans ce cadre. C'est encore une nouvelle preuve de la concrétisation des relations d'amitié et de fraternité entre la Guinée et nos frères du Royaume du Maroc. C'est la deuxième fois que nous réalisons la même opération. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de 450 personnes qui vont encore faire des sauts pour renforcer leurs capacités. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier très sincèrement les autorités marocaines pour cette assistance, pour cet appui à l'armée guinéenne dans le cadre de sa réforme du secteur de sécurité. Ces opérations de saut vont s'étendre sur 10 jours. Elles permettront à chaque stagiaire d'effectuer 2 séances de saut. Après 4 ans d'activité, l'heure est au renouvellement des bureaux du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Ici à Conakry, le processus a commencé à la base avec un total de 131 bureaux concernés et il va se poursuivre jusqu'au mois de mars prochain. Younoussa Tawel Kamara, reportage. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry procède au renouvellement de ses organes à la base. Le processus concerne les 131 quartiers des 5 communes. C'est conformément aux dispositions réglementaires de l'institution. Nous avons besoin aujourd'hui de l'expertise de la population, du regard critique de la population. Nous avons besoin aujourd'hui de savoir quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, quelles sont les menaces que les populations constatent vis-à-vis de la société civile pour nous permettre de servir non pas nos passions, non pas nos ambitions personnelles, mais d'être dans les strictes limites de servir la nation, servir les populations à la base. Au-delà du renouvellement des membres des différentes branches, c'est aussi une occasion d'écouter les populations qui expriment leurs préoccupations. Des questions du civisme aux besoins sanitaires, tout est noté. Les rencontres qui ont débuté ce 14 février vont se poursuivre jusqu'au 2 mars prochain dans notre capitale. Les statuts du CNOX, nous mettons un accent particulier sur la problématique de la sécurité, puisque c'est une préoccupation pour les citoyens de Conakry. Le civisme, comme on le dit, le Guinéen a besoin de civisme, c'est clair. Il faut préserver les acquis qui sont là. Il faut préserver les acquis, les routes, les écoles, les édifices, les biens privés, tout ce qui est fait là, il faut les préserver. Pour répondre aux attentes des citoyens à la base, le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry sollicite la participation de tous à ce débat. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG Coloma. Bonsoir chez vous.